Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la Guinée qualifiée pour la CAN 2019. Ce soir, le Sili affrontait les éléphants de Côte d'Ivoire. Score 1 but partout. Retour tout à l'heure sur les temps forts de cette rencontre. La directrice du Centre du commerce international à Conakry, une visite de travail à un moment où la Guinée se dirige vers l'exportation de certains produits de l'artisanat. Zoom ce soir sur une unité de tissage à Koya. Le centre d'entraînement de Samoria, un comité d'appui à ce centre sort d'une réunion technique. La rencontre a permis de faire le point sur les avancées du projet. Des orientations ont été également données. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Toute la Guinée est en fête ce soir. Le Sili national s'est qualifié pour la CAN 2019 au Cameroun. Le match contre les éléphants de Côte d'Ivoire s'est soldé sur un nul, un but partout. La Guinée occupe toujours la première place de son groupe à une journée de la fin des éliminatoires. Abdoulaziz Baldé. Guinée-Côte d'Ivoire, deux équipes différentes, mais un objectif commun. Remporter le duel des éléphants pour Cameroun 2019. Un match que les deux nations attendent avec impatience. À quelques heures du coup d'envoi entre les deux formations, la Guinée était déjà qualifiée après le nul enregistré contre le Rwanda et la Centrafrique. Mais un match avec la Côte d'Ivoire, l'enjeu reste toujours de taille. La Guinée doit s'imposer contre les éléphants ivoiriens et s'accaparer de la première place. À l'entame de la rencontre, les partenaires de Nicolas Pepe affichent l'envie avec une domination stérile. À la 11e minute, Mohamed Yattara ouvre le score suite à un ballon mal négocié par la défense ivoirienne. Mais la joie ne sera que d'une courte durée, puisque 10 minutes plus tard, les Ivoiriens multiplient la pression et dans la foulée, le Sili national craque et Jean-Michel Seri égalise pour la Côte d'Ivoire. Un but partout à la pause, un score logique pour les deux équipes. Au retour des vestiaires, les protégés de Paul Put changent de rythme et affichent un nouveau visage et deviennent de nouveaux maîtres du milieu du terrain. Il fait nuit à Conakry. La Guinée maîtrise le débat, mais ne parvient pas à s'imposer. Avec ce score de parité d'un but partout, la Guinée devient le 10e pays à se qualifier pour Cameroun 2019. Avec ce résultat, la Guinée participe pour la 12e fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et demain, dans nos éditions de la matinée, vous suivrez les réactions d'après-match, surtout avec les interventions des deux entraîneurs. Ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président Alpha Condé était à Addis Abeba pour y prendre part. Les chefs d'État et de gouvernement ont statué sur les réformes de l'institution, notamment la poursuite de la lutte contre la corruption. Nous y reviendrons. Une autre structure africaine en pleine réforme, c'est la CEDEAO. L'institution sous-régionale est en mutation et planche actuellement sur la libre circulation des personnes et leurs biens. Le bureau local a organisé avant-hier une conférence à Pamelap. Mangafodé Touré était de la partie. Au corridor de Pamelap, le bureau de la représentation permanente de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le ministère en charge de l'intégration africaine rencontrent les acteurs de contrôle des postes frontaliers, les communautés, les syndicats des transporteurs, les leaders des sociétés civiles, bref, l'ensemble des acteurs impliqués dans la circulation des personnes et des biens. La rencontre vise à informer et sensibiliser toutes les parties pour l'application des textes et instruments sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. On s'est rendu compte que les tests ne sont pas maîtrisés et ce qui entraîne beaucoup de difficultés dans l'application des tests. Et donc nous sommes venus vers eux pour renouveler l'engagement de la CEDEAO, pour essayer de les sensibiliser sur le respect des tests et les amener à vraiment les appliquer pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. En plus de la conférence, le bureau de la représentation de la CEDEAO en Guinée a également conduit une caravane dans les localités de Kambia en Sierra Leone et Pamelap en Guinée. Le but est d'informer les usagers sur les droits fondamentaux en matière de libre circulation. Il faut que les peuples connaissent leurs droits, puisqu'on passe de la CEDEAO, des États à la CEDEAO des peuples. Il faut que les peuples eux-mêmes soient bien imprégnés de leurs droits pour pouvoir en tirer bénéfice.
Donc je leur lance l'appel de tenir compte de ce qu'on vient de faire. Les populations de cette zone-là, la frontière sierra-léonaise et guinéenne, mais au-delà de toutes nos régions, de toutes nos frontières, pour que nos concitoyens, dans notre espace communautaire, connaissent leurs droits. Le gouvernement guinéen tient à rassurer tous les acteurs de sa disponibilité à soutenir la mise en œuvre effective de tous les programmes et projets communautaires et la préservation de la paix et de la sécurité à tous les niveaux. À travers ces activités, le bureau de la CEDEAO en Guinée voudrait atteindre les objectifs du président de la commission de l'institution pour l'application effective des textes et instruments sur la libre circulation des personnes et des biens. La démarche vise également à matérialiser l'idéal des chefs d'État des pays membres de l'organisation qui ont adopté le 29 mai 1979 à Dakar un protocole pour faciliter les mouvements migratoires et les échanges dans l'espace CEDEAO. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la directrice exécutive du CCI, Centre du commerce international, est en séjour de travail à Conakry. Une visite qui intervient dans un contexte de volonté nationale d'exporter des produits made in Guinée. On va d'ailleurs découvrir certains de ces produits dans une unité de tissage à Koyar. Kerna Ousmane Diallo. Dans cette unité de confection de produits artisanaux à Sanoya, l'on valorise les tissus traditionnels et le savoir-faire local. Produire en grande quantité et de qualité tout en travaillant manuellement dans la pure originalité, c'est le pari que s'est fixé les promoteurs de cette unité qui veulent relancer le métier de tisserand en Guinée. De la mise en bobine au tissage, en passant par la disposition des fils dans ce laboratoire, une soixantaine d'employés s'activent pour produire en moyenne 50 000 pièces, des matelas ou encore des tissus de décoration. Nous essayons de lier ce savoir-faire ancestral très riche que nous avons ici à un produit fini, moderne, qui est un produit concurrentiel. Vous savez, le problème de l'artisan chez nous, c'est que c'est un savoir-faire très riche, mais que nous n'arrivons pas à développer, n'arrivons pas à faire franchir un cap. Donc Tentira essaie de faire ce travail pour pouvoir développer ce savoir-faire. L'essentiel des produits est commercialisé à l'extérieur du pays. Ici, une image d'un hôtel en France qui a porté son choix sur les produits artisanaux de cette unité, des produits revendus dans 200 points de vente à travers le monde. En séjour à Conakry, la directrice exécutive du Centre de commerce international, en compagnie du ministre du Commerce, visite cette unité baptisée Tensira. Voyage en Guinée, c'est l'emploi de jeunes et je commence par une usine qui fabrique des beaux tissus et qui est dirigée par des jeunes. Donc quelque part, je vais commencer ce voyage en montrant ce que la Guinée sait faire pour donner un message très clair qui est la Guinée est déjà en train d'investir sur l'entrepreneuriat des jeunes. Les centres de commerce international servira des catalysateurs, d'accompagnateurs, des acteurs qui sont déjà ici en Guinée. Le président de la République a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. C'est en adéquation avec cette dynamique que le gouvernement définit des politiques cohérentes qui permettent aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir créer des entreprises, créer de la richesse, créer de l'emploi. Et le Centre du commerce international accompagne le gouvernement dans l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire lié à la dynamisation de ces secteurs et également intervient directement auprès des opérateurs privés pour essayer de les aider au renforcement de leurs capacités, ouvrir leurs activités au marché international. Demain lundi, le ministère du Commerce va signer un partenariat avec le CCI pour aider les entrepreneurs comme ceux-ci à faciliter l'écoulement de leur production sur le marché international et valoriser le label Made in Guinée. Santé des équipes médicales d'urgence pour la sous-région. Leur rôle est de prévenir des épidémies et autres urgences sanitaires. Il s'agit d'une recommandation de l'OMS. Elle a déjà été expérimentée dans beaucoup d'autres pays. Samara Tolno. Après le passage de la maladie à virus Ebola, la Guinée renforce son dispositif de gestion des maladies. Pour faire face à des urgences sanitaires et catastrophes naturelles, les acteurs de la santé se retrouvent. Ils réfléchissent sur les stratégies de mise en place des équipes médicales d'urgence. Pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola, nous avons eu des équipes qui ont été déployées
Et tirant les leçons de cela avec l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, l'OMS, il s'est avéré qu'il faut renforcer les capacités des pays afin que ces pays eux-mêmes puissent déployer leurs propres ressources humaines locales avec le matériel nécessaire qu'il faut sur le terrain en cas de catastrophe, en cas d'épidémie. L'installation des équipes médicales d'urgence est une technique développée par l'OMS. L'approche est déjà expérimentée dans plusieurs pays du monde et de la sous-région ouest-africaine. L'ambition est de renforcer la sécurité sanitaire des populations. L'Organisation mondiale de la santé, à travers son programme global des urgences, va collaborer avec les gouvernements, va collaborer avec les partenaires comme l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS de la CEDEAO, l'initiative globale pour la sécurité sanitaire du gouvernement des États-Unis, d'autres partenaires des Nations Unies et des ONG pour renforcer les capacités des pays afin qu'elles puissent prendre en charge elles-mêmes leurs équipes médicales d'urgence, les coordonner, les déployer. Cette plateforme offre aux acteurs l'opportunité de mieux cerner le concept, définir le rôle de chacun des membres de ces équipes multidisciplinaires et leur mode d'opérationnalisation. Le ministre de la Santé est en région forestière, une visite de terrain pour voir l'état de fonctionnement des structures sanitaires. Le constat est mitigé à Guékédou et Massanta. Les chantiers ne sont pas livrés dans les délais contractuels, mais aussi quelques problèmes de ressources humaines. Adia Toubari. Après avoir tourné la page de l'épidémie à virus Ebola, le district sanitaire de Guékédou renforce son dispositif de surveillance épidémiologique. Des indicateurs de performance sont enregistrés. Depuis 3 ans, aucun cas de choléra n'est notifié et la couverture vaccinale a atteint 90%. Mais il faut savoir que la plupart des mesures requises peuvent être appliquées au sein des communautés avec l'aide des villageois, renforcées par celle des services de santé en place. Dans ce district sanitaire de Guékédou, une 50aine d'établissements hospitaliers fonctionnent, au sein desquels le paludisme et les infections respiratoires constituent les premières causes de consultation. Les cas d'urgence de ces pathologies sont référés à l'hôpital préfectoral, une infrastructure sanitaire en rénovation depuis 2016. Qu'on signe un contrat d'une rénovation pour 18 mois et qu'on reste pendant 3 ans, 4 ans sans le finaliser. Il faut qu'on soit un peu dans un état de conscience pour le développement de ce pays-là. Et dans les 2 mois qui suivent, nous serons sur le chantier. Si ce n'est pas terminé, on va donner une deuxième mise en demeure. Et si la deuxième mise en demeure n'est pas réalisée à court terme, nous allons déclencher la procédure administrative. Autre district sanitaire, Massanta. À Sengbedou, situé à 13 km de la commune urbaine, ce centre de santé. Il change de visage grâce à la Croix-Rouge. La structure vient en appui à l'hôpital préfectoral confronté à un problème d'abandon de poste au niveau du personnel soignant. Il y a un taux d'absentéisme qui est un peu élevé, malgré que nous dénoncions, nous avons bien dénoncé. Et jusqu'à présent, c'est la même chose qui continue. On a mis tout complet, voilà, une faiblesse dans la qualité de la prise en charge. Nous avons pris des mesures concrètes sur instruction du président de la République. Si un agent est absent, et bien successivement 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il revient à l'autorité, à l'équipe d'encadrement, à commencer par le directeur de l'hôpital, de faire un rapport spécifique concernant ces charges. Là, en ce moment, le niveau central peut prendre la décision qui s'impose. Sur le plan de la biologie médicale, le laboratoire du centre hospitalier enregistre des insuffisances. Mais l'espoir est permis à travers l'extension de l'hôpital de Massanta. Au terme des travaux, un service de laboratoire moderne sera opérationnel. On reste en région forestière, Zérékouré plus précisément, où l'UNICEF, Antenne Guinée, fait sa revue annuelle. Une rencontre pour évaluer les activités du plan opérationnel de travail 2018. L'idée, c'est de noter les progrès réalisés cette année et se projeter sur 2019. Mohamed Salioupaï, Moussa Bangoura. Conformément au programme de coopération Guinée-UNICEF pour la période
2018-2022. Cette revue annuelle vise à faire le point sur la mise en œuvre des plans opérationnels de travail 2018, tant pour les volets programmatiques que financiers. Il s'agit là pour les décideurs de compiler, consolider et faire valider par le gouvernement les données et les sources qui seront utilisées pour la mise à jour des indicateurs du programme. Nous avons pu passer en revue le niveau de mise en œuvre des activités. Nous avons pu discuter les goulots d'étranglement qui sont à la base et constituent des contraintes, éventuellement des difficultés pour pouvoir atteindre les résultats attendus, mais surtout les perspectives pour l'année 2019. Pendant cette rencontre, la centaine de participants a planché sur des thèmes comme cadre de responsabilité, redevabilité des services et direction technique, le transfert des 14 compétences aux collectivités, y compris les budgets d'affectation. Cette stratégie de commune de convergence vient combler un vide. C'est le vide de la synergie d'action entre les différents acteurs au niveau d'une même commune. C'est le vide de la mise en commun des initiatives au niveau d'une même commune. C'est ce vide d'une insuffisance de coordination des différentes interventions au niveau de la commune. Dans le cadre de notre région, nous avons 9 communes qui sont concernées. Et après une année d'activité, il fallait que ces communes se retrouvent avec le partenaire qui se trouve être l'UNICEF et d'autres acteurs des systèmes des Nations Unies pour faire l'évaluation de ce qui a été fait. Au cours de cette évaluation, identifier les goulots d'étranglement et proposer des pistes de solutions pour la nouvelle année qui doit s'engager. Cette revue annuelle de Nzérékouré a constaté une nette amélioration en 2018 dans la protection de l'enfant dans les 9 communes de convergence dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement. À Farana, des acteurs du monde rural sortent d'une rencontre autour de l'agriculture. Les échanges ont porté sur la synergie d'action à mettre en place entre les paysans et d'autres agents de terrain. On fait le point avec Silati Kourouma et Oumou Touré. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles que cette concertation est organisée. Ces agents du monde rural sont venus des différentes préfectures de la région de Farana. L'idée est de promouvoir un échange d'informations entre les acteurs évoluant sur le terrain. C'est plusieurs acteurs qui interviennent, donc qui ont souvent des stratégies très différentes. Donc il faut essayer d'harmoniser ces interventions-là pour que les bénéficiaires, c'est-à-dire les paysans producteurs auxquels on s'adresse, ne soient pas dispersés. Parce que s'il y a trop d'intervenants et que les stratégies ne sont pas harmonisées, il va sans dire que les bénéficiaires vont être perturbés. Au cours de cette assise, les débats ont porté sur la situation des intrants des campagnes agricoles de 2016 à 2018, mais aussi de la situation de la production de l'anacarde. Ça nous a permis, les différents acteurs, d'être complémentaires, puisque nous évoluons tous sur le même terrain et pour les mêmes cibles, les mêmes populations. Et donc je crois qu'il était là, il a été bien qu'on sache qui fait quoi et qui peut faire quoi. Le résultat principal sera que tous ceux qui font la même activité vont devoir se concerter périodiquement, au moins 2 ou 3 fois au cours d'un semestre, disons, autant que possible. Les paysans vont toujours essayer de voir entre les systèmes qui sont en train d'intervenir quels sont les meilleurs systèmes. Par exemple, par rapport à l'appui qu'on leur apporte. Et quand cela va arriver, ça va générer d'autres projets. Les préfectures de la Basse-Guinée et de la région de Farana sont les zones couvertes par ce projet de promotion rurale. C'est en 2013 que la Guinée a signé un accord de financement avec le Fonds international de développement agricole pour soutenir les activités du monde rural dans le cadre de la transformation et de la commercialisation des produits maraîchers. À Dalaba, les initiatives portent sur la protection des domaines réservés de l'État. Une mission du ministère de l'Aménagement du territoire était récemment dans la localité. 35 plaques d'identification ont été mises en terre pour signaler des domaines réservés. Mamadou Patebaldé. Qualifiée de Suisse africaine à cause de ses conditions climatiques favorables, Dalaba est une ville historique et touristique. Cette préfecture de la Moyenne-Guinée dispose de nos jours plusieurs sites et réserves foncières de l'État.
À cause de la démographie galopante, la plupart de ces domaines sont illégalement occupés par les populations. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, soucieux à sécuriser ces domaines, a lancé son programme d'implantation des panneaux de signalisation des réserves foncières de cette localité. La logique de l'aménagement qui a voulu que on règle par ces actes le développement équilibré pour que les concessions futures, l'occupation telle qu'aménagée pour les citoyens, pour bâtir, que les infrastructures viennent équilibrer, qu'on n'ait plus une grande distance à parcourir pour aller vraiment se procurer quelque chose pour marcher. Nous avons implanté une plaque pour permettre aux riverains désormais de savoir que cette réserve-là est réservée uniquement à l'État et que personne n'a à toucher, n'a à déborder. Nous de la commune, nous sommes très satisfaits, nous sommes heureux de voir cette protection et nous ferons tout pour préserver cette protection. Les 3 domaines de Eramakono et de Brouwi ont été les principaux sites identifiés par la direction préfectorale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Dans ces domaines de plus de 10 hectares, le gouvernement prévoit la réalisation prochaine de plusieurs infrastructures d'intérêt communautaire. Les autorités comptent sur l'implication de la population pour élargir la sensibilisation à tous les niveaux. Nous pensons que avec leur adhésion à ces projets, tout ce que nous sommes en train de réserver comme domaine public de l'État seront sécurisés à travers les panneaux d'identification, mais surtout avec la présence, n'est-ce pas, des conseillers qui représentent, n'est-ce pas, les citoyens à la base. Nous avons pris d'autres dispositions pour élargir cette activité au niveau des 9 communes rurales d'Alap. Nous allons appeler les maires au niveau de la préfecture où on fera une mission au niveau de toutes les collectivités pour appuyer cette activité au niveau de ces collectivités. Au total, 45 sites fonciers ont été identifiés dans les préfectures de Mouamoun, d'Alaba et Pita. Les travaux d'implantation de ces panneaux sont en train d'être exécutés sur le terrain par les services techniques de l'habitat appuyés par les populations. Le centre d'entraînement de Samoria, un comité d'appui à ce centre sort d'une réunion technique. La rencontre a permis de faire le point sur les avancées du projet. Des orientations ont également été données. Sergent-chef Alassane Diaby. La Guinée nourrit l'ambition de se faire compter parmi les grands pays contributeurs de troupes des Nations Unies. Pour y parvenir, elle compte développer au camp de Samoria un véritable centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à l'échelle internationale. 6 mois après le lancement du projet, l'ensemble des acteurs se retrouvent pour faire le point sur les avancées et donner des orientations. C'est un projet très opportun parce qu'il va permettre la formalisation du centre et de pouvoir former des troupes aux standards internationaux, aux standards des Nations Unies. Nous avons été impressionnés par le leadership et l'engagement du gouvernement et du ministère de la Défense nationale, notamment dans l'utilisation de leur propre budget pour finaliser, réhabiliter des locaux qui vont être le siège du centre à Samoria, à Kinya. Nous avons fait en sorte que toutes les activités du projet ont été suivies. C'est ce que nous avons essayé de présenter en quelques mots. Depuis la mise en place du comité jusqu'à ce jour, c'est beaucoup d'activités qui ont été menées de façon concomitante des fois avec d'autres activités, avec les partenaires, mais retenez que le projet avance bien. Le projet est financé par le gouvernement japonais à hauteur de 700 000 $ américains. Il est exécuté par le PNUD. Il y a toujours de nécessité d'aménager, renforcer des écoles de maintien de la paix ou centres de maintien de la paix. C'est aussi le cas CUONP de Kindia. L'adoption des textes qui formalisent l'existence du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, l'aménagement des infrastructures sportives et la visite conjointe du terrain en fin janvier 2019 sont entre autres propositions faites au cours de la rencontre. Les femmes et les droits de l'homme, un réseau féminin vient d'être mis en place. Ses membres veulent se faire entendre sur des questions de violation de droits humains. Ces femmes sortent d'une formation et promettent désormais d'éveiller au grain. Aboubacar Diaby.
C'est un pas de plus dans l'engagement des Guinéennes à promouvoir leurs droits et à s'affirmer dans l'univers de la protection des droits humains en général. Constituées en réseau, ces femmes décident de mutualiser leurs ressources pour ensemble mieux suivre en Guinée la mise en œuvre des conventions de protection des droits de l'homme et aussi faire des propositions pour le bien-être des populations. Nous femmes aujourd'hui, on veut vraiment être sur la scène pour qu'on puisse vraiment être démarqués et faire comprendre à la nation, faire comprendre au peuple de Guinée qu'on peut toujours compter sur les femmes pour qu'on puisse avancer sur les droits de l'homme dans le pays. Souvent quand on parle de défenseurs des droits de l'homme, surtout en Guinée, on pense que c'est seulement la politique. Or, les droits de l'homme, c'est beaucoup de choses. C'est l'environnement, c'est la santé, c'est tout. C'est tout ce qui régit la vie de l'homme sur Terre. Leur combat devrait permettre de faciliter l'accès à la justice pour les femmes, les personnes vulnérables qui ignorent tout du fonctionnement des tribunaux et de leurs droits, par exemple. Un vaste chantier où, avant d'y aller, il faut s'armer d'outils nécessaires et c'est là qu'intervient le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour aider ces Amazones. Nous avons voulu insister sur les techniques et animations de mise en réseau parce que nous avons estimé qu'en les mettant en réseau, elles seront plus capables de faire face aux violations des droits de l'homme et aussi de se mettre en synergie parce qu'en travaillant en synergie, elles seront plus efficaces. Et je sollicite surtout que les femmes prennent ça au sérieux et que nous luttons pour pouvoir nous faire connaître sur le plan national et pourquoi pas sur le plan international. Après la mise en place du réseau des femmes défenseurs des droits de l'homme, plusieurs actions vont être menées pour susciter l'éveil des consciences et encourager les femmes à se lancer dans ce combat. Une visite de terrain pour le ministre de l'Enseignement technique. Il s'est rendu hier dans plusieurs établissements de formation professionnelle. Objectif, s'enquérir du niveau d'évolution des programmes. Moussa Komara. L'École nationale des postes et télécommunications fonctionne sans interruption depuis l'ouverture des classes. Ici, en salle de télécommunications par exemple, enseignants et élèves répondent à l'appel, même si quelques rares élèves hésitent encore à venir. Bon, il y a certaines qui viennent, mais la plupart des professeurs viennent. Et là, on comprend un peu, ils sont à la hauteur pour ceux qui sont venus d'abord. Mon école n'a pas chômé un jour depuis l'ouverture, si bien que, compte tenu des échos que je reçois des autres institutions, je demande si on sera en phase avec le ministère de l'Enseignement technique. J'ai des étudiants qui sont motivés pour la formation. En réalité, c'est eux qui nous obligent, qui obligent les enseignants d'être là. Parce qu'un enseignant, quand tu vois que tes élèves viennent régulièrement à l'école et que toi, tu ne viens pas faire ton devoir, c'est un problème. Donc, ici à l'NPT, depuis l'ouverture, on n'a pas chômé. Dans cette école construite, il y a près d'un demi-siècle, 113 enseignants sont mobilisés et motivés à dispenser les cours aux 647 élèves orientés dans les 6 filières, dont 5 pour le BTS et 1 pour le BEP. Seul bémol, la vétusté des infrastructures. Le ministre de l'Enseignement technique professionnel est venu s'assurer de l'effectivité des cours et faire l'inventaire des besoins en équipement. Et je comprends bien et je vois bien que ici, à ce niveau-là, les enfants, les jeunes élèves sont en classe. Et ils sont venus vraiment massivement en classe. Et les maîtres aussi sont à la tâche. Donc ma présence est utile. C'est pour encore encourager les jeunes, encourager les maîtres à venir en classe, donner des cours aux élèves pour le bonheur de l'école guinéenne. Direction, le centre de formation professionnelle de Ratoma. Là, le corps enseignant est motivé. Le drapeau est hissé, l'occasion pour le directeur d'étaler les grandes difficultés auxquelles son école fait face. Dégradation très avancée des infrastructures, manque d'équipement pour les cours pratiques. Pourtant, c'est l'une des premières écoles construites à l'époque coloniale. Depuis, l'établissement n'a connu aucune réhabilitation. Même tonalité au Centre national de formation touristique et hôtelière. Lansana Komara rassure et motive davantage les enseignants pour plus de sérénité et de courage dans la formation des apprenants.
Littérature à présent avec ce recueil de poèmes intitulé La pitié dans le mortier. L'auteur Souleymane Koïta est à son coup d'essai. Diplômé de philosophie, il décide d'embrasser la poésie et ensemble on va découvrir son livre avec Djamokaba. À 35 ans, Souleymane Koïta intègre l'univers des poètes guinéens. Son premier livre intitulé La pitié dans le mortier est publié. Jeune de Guinée, réveille-toi, reste debout, refuse de prendre son carburant, refuse de brûler des pneus, refuse de prendre son carburant, ses allumettes et ses briquets, comme le révolté de Camus, refuse de piller des magasins. L'ouvrage évoque les problèmes sociopolitiques du pays. Il propose également les leçons de la vie quotidienne. Le titre de l'ouvrage, c'est La pitié dans le mortier. La pitié qui est un sentiment douloureux face à la souffrance d'autrui. Donc c'est l'une des valeurs sociales pures et sûres de la société humaine. Elle doit être bien entretenue, elle ne doit pas être malaxée. Et c'est pourquoi beaucoup seront étonnés quand ils disent pitié dans le mortier. Le mortier est un instrument de travail utilisé par les femmes dans le domaine culinaire. Donc cette valeur sociale humaine n'a pas pour place le mortier. Dans ce livre également, j'ai essayé de lancer un message très fort aux Guinéens, la nécessité d'aller vers la cohésion sociale, la nécessité de se donner les mains, de travailler ensemble, d'aller de l'avant. Nous avons fait la dédicace aujourd'hui avec sa participation et on s'est rendu compte qu'il a aligné des poèmes appelant à la paix, à la consolidation de l'unité nationale. Et un poème qui est assez intéressant quand il dit la plume est mon fusil. C'est un vers très significatif et je pense qu'il est encouragé. En tout cas, il a toutes nos félicitations. Je retiens Pamela. Les difficultés causées par la gestion à l'odeur nauséabonde de pousse oblige ces millions de jeunes à préférer l'exode. Seul cet océan reconnaît la succession générationnelle des immigrants. Ce recueil de poésie de 137 pages est composé d'une cinquantaine de poèmes. La pitié dans le mortier traite des sujets de société. Il se penche sur tous les domaines de la vie en faveur d'un changement de comportement. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.